Est-ce que vous avez déjà eu un Graal? Vous savez, cette pièce de collection que vous recherchez depuis des années, voire des décennies, sans jamais être parvenu à mettre la main dessus. De mon côté, dans le domaine du jeu vidéo, j'en ai eu deux. J'ai fait une croix définitive sur le premier, conscient que vu sa rareté et sa cote, je n'arriverai jamais à mettre la main dessus, sauf si j'arrivais à gagner au loto. Mais le second, eh bien j'ai une petite histoire à vous raconter à ce sujet, car j'ai commencé à le rechercher avant même de savoir à quoi il ressemblait. Eh oui, quand j'étais gamin, j'avais toujours été intrigué par ce mystérieux connecteur présent sous ma Super Nintendo. À quoi est-ce qu'il pouvait bien servir? La Mega Drive avait le même genre de connectique sur laquelle on branchait le Mega CD. Est-ce qu'un tel périphérique existait aussi dans l'univers Nintendo? Oh ça va, me jugez pas, je rappelle qu'à l'époque on était dans les années 90, ce qui veut dire qu'on n'avait pas internet et que les informations étaient beaucoup plus difficiles à obtenir, a fortiori quand on n'achetait jamais de magazines spécialisés comme moi faute de pognon. Ce n'est que bien plus tard, on va dire il y a environ une quinzaine ou une vingtaine d'années, que j'appris l'utilité de ce port d'extension qui servait à brancher un curieux appareil nommé Satellaview. Sans même encore savoir précisément à quoi il servait, je savais en revanche qu'il me fallait ce truc-là absolument. Malheureusement, il s'est rapidement avéré très difficile à trouver dans l'absolu et surtout à un tarif abordable, sachant que je tenais à l'avoir avec sa boîte et tous ses accessoires. Après l'euphorie des premières recherches qui n'aboutirent à rien, je mis donc en place une petite routine consistant à régulièrement regarder sur les différents sites de vente en ligne si, par hasard, il n'y aurait pas un exemplaire qui serait mis en vente à un prix abordable. Je lançais aussi des pistes en parlant sur les forums sur lesquels j'étais inscrit, tentant de trouver le bon plan qui débloquerait la situation. Des recherches qui restèrent désespérément et systématiquement vaines. Et puis, un beau jour, il y a, on va dire, 4 ou 5 ans, en faisant ma recherche régulière sans trop avoir d'espoir, je suis tombé sur une annonce eBay avec un prix de départ fixé à 250 € pour l'objet dans un super bêta avec tous ses accessoires, sa documentation et sa boîte. Il ne manquait que le fourreau se mettant autour de cette dernière. Alors ça faisait quand même une sacrée somme, mais ça restait très bon marché compte tenu de la rareté de l'objet. Seule ombre au tableau, le vendeur était un profil 0, comprenez par là que c'était sa toute première vente. J'ai longuement pesé le pour et le contre, me demandant si ça valait le coup de risquer de me faire escroquer 250 balles pour récupérer cet accessoire que je convoitais depuis plus d'une décennie. Étant d'ordinaire assez pragmatique et prudent, je l'aurais probablement pas fait pour autre chose. D'ailleurs, même dépenser une telle quantité d'argent en une fois pour du jeu vidéo était plus qu'inhabituel pour moi. Mais là, il s'agissait du Satellaview, mon Graal, alors j'ai fini par craquer, par placer une enchère. Et visiblement, je fus le seul à être prêt à prendre ce risque, puisque personne d'autre ne vint surenchérir, ce qui me permit de remporter la vente pour le prix de départ. 250 €. Autant vous dire que pendant une semaine, j'ai serré les fesses et alterné les phases d'impatience et les séquences d'auto-flagellation où je me reprochais d'avoir été assez stupide pour claquer une telle somme avec tous les risques que ça supposait. Et vous savez quoi ? Eh bien, j'ai fini par recevoir un joli carton bien emballé avec ma commande à l'intérieur. Aucun problème, le vendeur était juste un type honnête qui n'avait jamais vendu sur eBay auparavant. L'appréhension a laissé la place à l'excitation quand j'ai commencé à déballer tout ça, mettant un terme à cette quête épique de plus de 15 ans. Le Satellaview était enfin dans ma collection. Et c'est avec un grand plaisir que je vais tout vous dire sur cet objet atypique et méconnu, vestige d'une époque où Nintendo était à la pointe de l'innovation et savait produire des appareils très en avance sur leur temps. Salut à tous, c'est Manu, et aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris, je vous parle du Satellaview. Notre histoire commence en 1990. Cette année-là, l'entreprise japonaise de télévision par satellite WOWO décida d'étendre son activité pour se lancer dans la diffusion de la radio par le même canal. C'est ainsi que fut créée une filiale baptisée Sento Giga, oui, je prononce à la japonaise parce que paradoxalement c'est moins galère. Celle-ci fut placée sous la direction de Hiroshi Yokoi, qui impulsa directement plusieurs idées pour le moins atypiques afin de singulariser cette nouvelle entreprise, que ce soit dans la gestion des
planning de diffusion ou dans les programmes à l'antenne consistant en de la musique d'ambiance basée sur des sons de la nature accompagnés de voix. Ces stratégies innovantes permirent à l'entreprise de bénéficier d'une popularité grandissante vis-à-vis de la population adepte de cette conception originale de la diffusion radiophonique, tant et si bien que des albums et même des calendriers sonores furent commercialisés. Une popularité qui allait hélas être amenée à s'effriter brutalement. On va pas se lancer dans un cours d'économie, mais sachez que le Japon bénéficia d'une énorme expansion économique dans les décennies qui suivirent la capitulation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La croissance fut telle que dans la fin des années 60, l'archipel était même devenu la seconde puissance économique mondiale. Hélas, dans la seconde partie des années 80, une bulle spéculative gonfla en raison d'une soudaine dépréciation du dollar américain et finit par éclater dans le début des années 90, plongeant le pays dans la crise et le propulsant dans ce qui serait appelé la décennie perdue, durant laquelle la situation économique ne cesserait de se dégrader. Bref, quel rapport avec notre entreprise Sento Gigam, direz-vous, et surtout quel rapport avec le jeu vidéo? Eh bien, un contexte économique aussi défavorable rendait difficile le fait d'attirer de nouveaux abonnés pour l'entreprise, avec un investissement nécessaire dans du matériel coûteux, antennes et tuners notamment, pour pouvoir bénéficier de cette technologie. Comptant alors environ 70 000 abonnés, la firme était courant 94 en proie à de grosses difficultés financières avec des pertes estimées à 7,6 milliards de yens, soit environ 77,5 millions de dollars. Cette situation plus que critique poussa Nintendo, qui possédait 19,5% des parts de l'entreprise depuis 1993 et était donc son plus gros actionnaire, à prendre les choses en main pour tenter de redresser la barre. Les premières mesures ne tardèrent pas à tomber et prirent diverses formes, mais on va ici tout particulièrement s'intéresser à l'une d'entre elles qui consistait à entrecouper les diffusions habituelles de la chaîne avec des plages de 6 heures durant lesquelles les utilisateurs de la Super Famicom pourraient accéder à des données aussi variées que des previews des futurs jeux Nintendo, des conseils pour des jeux existants, des cours d'anglais, du karaoké, des infos météo et bien d'autres contenus. Plus intéressant encore, il était également prévu de mettre à disposition des jeux en téléchargement qui seraient produits par Nintendo lui-même ou par des développeurs tiers. C'est dans l'idée de pouvoir accéder à ces données que fut conçu le BSX pour Broadcast Satellaview X. Le choix de cette technologie, qui pouvait être considérée comme le successeur spirituel du Famicom Disk System de la console précédente, était en outre la conséquence directe des déboires de Nintendo dans la conception de son lecteur CD qui n'avait pas abouti. Bon, vous connaissez l'histoire, partenariat avec Sony, désaccord, cassage de l'accord et conception de la PlayStation de son côté par Ken Kutaragi pour le compte justement de Sony. Bref, c'est échaudé par cette mauvaise expérience que Nintendo décida d'abandonner l'idée d'un lecteur CD pour explorer une nouvelle voie, celle du transfert de données par satellite. On évoquait la filiation avec le Famicom Disk System, mais la nuance était de taille, puisque là où ce dernier nécessitait que le joueur se déplace pour aller télécharger ses jeux sur des disquettes en utilisant des bornes dédiées, le Satellaview permettait d'effectuer l'opération sans bouger de chez soi. L'annonce fut effectuée le 21 décembre 1994 pour une mise en vente de l'appareil programmée le 1er avril de l'année suivante à un prix de 14 000 yens, ce qui correspondait à l'époque à environ 150 $. Dans un but de communication, un prototype fut conçu en cette fin d'année 94, assez similaire à la version finale, mais avec tout de même quelques petites différences visuelles, notamment dans la forme de l'appareil et l'étiquette de la cartouche. Dès le départ, Square était prévu comme développeur tiers, tandis que Konami, Taito et Data East envisageaient sérieusement d'alimenter la ludothèque de la machine. Certains magazines soulignaient même l'éventualité de pouvoir s'essayer aux RPG les plus cultes de Square en multijoueur online, ce qui était largement suffisant pour susciter un certain intérêt, même si c'était au final légèrement, mais alors très légèrement faisandé comme info. Bravo les journalistes vidéoludiques, hein, ça s'est pas amélioré depuis, mais à l'époque c'était déjà bien abusé dans la propagation des fake news. Les précommandes furent ouvertes dès le mois de février 95, avec l'objectif avoué de la part d'Hiroshi Yamauchi, alors président de Nintendo, de vendre 2 millions de Satellaview dans l'année qui suivrait sa commercialisation. Rappelons qu'à l'époque, la firme de Kyoto était dans une période un petit peu délicate de relative stagnation et ne serait d'ailleurs pas aidée avec la sortie du Virtual Boy dans le courant de l'année. Ainsi, si les ventes de Super Famicom n'avaient cessé d'augmenter depuis sa sortie en 1990, elles avaient chuté de quasiment 4,5 millions en 1993, soit l'année la plus prolifique
scientifique de son existence, à peine plus de 2,5 millions écoulés l'année suivante. Le but était donc de reprendre l'initiative par une annonce forte se basant sur une technologie innovante et pourquoi pas d'exporter l'appareil aux États-Unis et dans le reste de l'Asie si le succès était au rendez-vous. Le Satellaview vit finalement le jour en avril 95 au prix de 18 000 yens et fut vendu dans un premier temps exclusivement par correspondance. Il fallut patienter jusqu'en novembre de la même année pour voir quelques magasins proposer eux aussi l'appareil à la vente. Avant d'aller plus loin, on va parler un peu hardware pour rendre tout ça un petit peu plus concret. Le Satellaview se présentait comme un bloc à brancher sur le port d'extension situé sous la Super Famicom avec une fixation assurée par 2 vis. Contrairement au 32X de chez Sega, une seule alimentation était nécessaire puisqu'on pluguait le Satellaview au secteur et qu'un petit adaptateur permettait de transférer l'électricité vers la Super Famicom. Le tout était raccordé à un petit boîtier nommé AV Selector qui envoyait d'un côté le signal vidéo vers le téléviseur pour afficher l'image de la console, et de l'autre était raccordé au tuner satellite afin de récupérer les données téléchargées et de les transmettre au Satellaview. Tuner, bien évidemment, lui-même relié à une antenne parabolique, et le tout étant associé à un abonnement payant. Si le dessous de la console était déjà bien mis à contribution, il en allait de même pour le dessus. Il fallait ainsi insérer une cartouche spécifique ressemblant furieusement à un Super Game Boy et contenant en quelque sorte le système d'exploitation du Satellaview. C'est grâce à cette cartouche qu'on accédait à l'interface permettant de gérer les jeux, de les effacer, de les lancer, mais aussi d'accéder à des quiz, afficher des tableaux de score en ligne et bien d'autres choses. L'interface en question était d'ailleurs extrêmement originale puisque ses concepteurs, plutôt que d'opter pour un bête menu très classique, conçurent une sorte de ville dont les bâtiments correspondaient chacun à un choix offert aux joueurs. Ce dernier devait donc se déplacer dans cette étrange bourgade en utilisant un avatar personnalisé, un peu à la manière d'un RPG de l'époque. Et d'ailleurs, cette impression était très largement renforcée quand vous ouvriez le manuel d'utilisation de cette interface, justement, qui ressemblait beaucoup à celui d'un jeu Super Famicom classique avec une map, un descriptif des personnages, un récapitulatif des contrôles et un topo sur les différents écrans que vous étiez amené à découvrir pendant votre navigation. Je vous disais un peu avant que la cartouche ressemblait à un Super Game Boy, et c'est pas juste une façon de parler. Si le Satellaview comportait de base 512 kilobits de mémoire intégrée, ça paraissait bien peu pour stocker tout le contenu téléchargé. Heureusement, il était possible d'insérer dans le haut de la cartouche une carte mémoire de 8 mégabits pour booster cette capacité, sachant que celle-ci pouvait être effacée et réinscrite à volonté, et que le joueur était libre d'en acheter d'autres séparément au prix de 5000 yens pièce si ses besoins en stockage excédaient un seul support. D'ailleurs, Nintendo avait même prévu de commercialiser des cartes mémoire de plus grande capacité par la suite, une idée qui fut finalement abandonnée. Dans le registre des idées qui n'ont finalement pas été appliquées, un connecteur d'extension était également présent sur le Satellaview en lui-même. Alors on trouve assez peu d'informations fiables là-dessus, mais des rumeurs circulent comme quoi il aurait été destiné à la connexion d'un disque dur. Toujours dans le domaine des rumeurs, le Satellaview apportait un petit boost de puissance à la Super Famicom en lui ajoutant une petite quantité de RAM supplémentaire. Bon, honnêtement, prenez tout ça avec de grosses pincettes, car j'ai pas trouvé d'informations irréfutables sur ces deux derniers points. Mais concrètement, ça fonctionnait comment tout ça? Eh bien, assez simplement en fait. Un planning était défini sur lequel le joueur devait se caler pour télécharger le contenu qui l'intéressait lorsqu'il était diffusé sur une plage horaire dédiée. La plupart des jeux n'étaient disponibles que pendant un temps limité et surtout en suivant un format épisodique avant l'heure puisqu'on pouvait souvent les télécharger qu'en plusieurs parties. Et le contenu à télécharger pouvait justement être assez intéressant puisqu'il incluait des jeux inédits comme le très apprécié BS Zelda no Densetsu, des remasters de jeux existants comme BS Dragon Quest, BS Super Mario USA ou BS F-Zero Grand Prix, voire même du contenu additionnel pour certains titres spécifiques. Concernant ce dernier point, on va prendre l'exemple de Derby Stallion 96 pour illustrer un peu tout ça. Ce soft, sorte de simulation de course de chevaux, était stocké sur une cartouche un peu particulière puisque ressemblant étrangement à celle accompagnant le Satellaview. Et pour cause, vous pouviez en effet utiliser votre connexion satellite pour télécharger du contenu sur votre carte mémoire, puis ensuite insérer cette dernière dans la cartouche du
jeu pour profiter des ajouts en question, pouvant consister par exemple en de nouvelles courses ou de nouveaux canassons. Rendez-vous compte, c'était là en quelque sorte l'ancêtre du DLC. Et ce, des années avant que la pratique ne devienne commune sur les consoles de salon. À ceci près quand même qu'une fois l'abonnement payé, le contenu était gratuit. Ouais, on n'avait pas encore dérivé dans les abus d'aujourd'hui. Et encore, là je vous cite seulement un exemple, mais il y avait une petite dizaine de jeux en tout dans ce cas de figure, comme par exemple SD Gundam G-Next, où on pouvait ajouter des cartes supplémentaires par ce biais. Dans un autre registre, du contenu additionnel, on va dire standalone, concernant certains jeux, fut également publié, comme Chrono Trigger, qui donna naissance à Jet Bike Special, jeu de course basé sur un mini-jeu du titre originel, Caractère Librairie, qui regroupait des fiches de personnages et de monstres, et enfin Music Librairie, regroupant des musiques en provenance de l'OST du titre. Mieux encore, certaines plages horaires intitulées Soundlink permettaient de redécouvrir les jeux avec une bande-son réorchestrée en qualité CD, et même en profitant d'un doublage assuré par des seiyuu et diffusé via la technologie satellite en direct. Une bonne manière, notamment, de prodiguer des conseils aux joueurs et d'améliorer la narration de titres aussi emblématiques que BS Zelda, pour ne citer que lui. Alors évidemment, les contraintes étaient assez importantes pour assurer la synchronisation de la partie avec le son, avec notamment l'impossibilité de jouer à ces jeux en dehors des plages horaires dédiées, mais ce seul exemple montre à quel point le Satellaview offrait des possibilités extrêmement novatrices pour l'époque. Dans le registre des trucs un peu moins impressionnants, on pourrait aussi citer les concours de score, ou encore le téléchargement de magazines, ou même l'écoute de ces derniers via Soundlink dans des adaptations radiophoniques. Et mine de rien, le succès a été plutôt au rendez-vous. Bon, rien de comparable aux ventes de la Super Famicom, on est bien d'accord, mais le service Cento Giga comptait tout de même plus de 116 000 joueurs abonnés en 97. Malheureusement, financièrement, c'était beaucoup plus critique, puisqu'en mars 98, l'entreprise cumulait une dette abyssale de 8,8 milliards de yens. Nintendo proposa alors un plan destiné à assainir les finances en réduisant le capital de l'entreprise, plan qui fut refusé par son partenaire. Cet événement, couplé au fait que Cento Giga avait oublié de demander au gouvernement japonais une licence de diffusion par satellite avant la date limite, ouais, ça dans le genre amateurisme c'était quand même assez fort, poussa la firme de Kyoto à rompre l'accord et à rappeler les 5 cadres qu'elle avait détachés pour assurer la liaison entre les deux entreprises. Bon, on n'est pas encore parti en hors-sujet dans cette vidéo, donc je me sens obligé d'ouvrir une petite parenthèse pour y remédier. Une rumeur faisait également état d'une volonté de Nintendo d'utiliser le réseau satellite pour son futur périphérique d'extension destiné à la Nintendo 64, mais aucun accord ne fut finalement trouvé. Un prototype fut même conçu et contenait un disque dur pour le stockage du contenu téléchargé, ainsi qu'un tuner TV et une connectique réseau. Bon alors il n'y a pas énormément d'informations dessus, mais la découverte de ce vestige du passé prouve que le projet de recycler la technologie du Satellaview à destination de la Nintendo 64 existait bel et bien avant que Nintendo ne change son fusil d'épaule pour produire le 64DD. Bon, en même temps, vu le succès du machin vendu à 15 000 exemplaires, ce qui en fait le plus gros four de toute l'histoire de l'entreprise, pas certain que Cento Giga ait de gros regrets sur la question. Bref, la rupture entre les deux firmes fut effective à partir de mars 1999, avec un arrêt total de la production de contenu pour le Satellaview de la part de Nintendo. Autre conséquence directe, le projet visant à baser la diffusion de données sur un nouveau satellite dont le lancement était prévu en l'an 2000 fut lui aussi abandonné. Mais la machine n'était pas pour autant morte et Cento Giga continua à rediffuser du contenu existant jusqu'au 30 juin 2000, date officielle de l'arrêt du service qui survint alors que le nombre d'abonnés était passé sous la barre des 50 000. La descente aux enfers n'était hélas pas terminée pour l'entreprise qui, malgré sa tentative de revenir à la diffusion musicale de ses débuts, se retrouva en faillite courant 2001. Une fusion avec une société du nom de Wirebee fut opérée, lui offrant un petit sursis, mais elle finit par disparaître des radars dans le courant des années 2000. Un bien triste destin pour cette entreprise innovante. À l'heure du bilan, difficile de voir dans le Satellaview une véritable réussite pour cet appareil prometteur qui fut assez rapidement abandonné par Nintendo et provoqua la perte de l'entreprise Cento Giga qui, il est vrai, n'était déjà pas au top de sa forme avant ça. Les raisons de cet échec sont nombreuses et plutôt logiques, voire même évidentes. La principale est très certainement le coût du matériel. Entre le
le Satellaview en lui-même, le tuner satellite et la parabole, une telle solution coûtait un prix assez rédhibitoire qui poussa la plupart des joueurs à s'abstenir dans un contexte économique très difficile au Japon comme on l'a vu en début de vidéo. On pourrait aussi citer le contexte vidéoludique de l'époque. Rappelons que la machine est sortie en avril 95 et s'adaptait sur une console, la Super Famicom, déjà au bout de sa vie commerciale. Et oui, avec la Saturn qui débarqua au Japon en novembre 94 et la PlayStation le mois suivant, deux appareils qui représentaient l'avenir du jeu vidéo avec leurs technologies innovantes, quel pouvait être l'intérêt d'investir dans du matériel aussi daté? D'autant que, et là on en revient encore au prix, ce dernier n'était même pas forcément à l'avantage du Satellaview vendu, rappelons-le, aux alentours de 18 000 yens. Alors certes, la machine de Sega et celle de Sony avaient des prix de lancement respectivement fixés à 44 800 yens et 39 800 yens. Mais bon, il fallait aussi se procurer le décodeur qui coûtait tout de même 33 000 yens à l'achat si vous ne souhaitiez pas opter pour la formule locative à 5 400 yens les 6 mois. Ajoutez à ça le prix d'une antenne parabolique ainsi que celui de l'abonnement et vous obteniez une addition plutôt salée qui amoindrissait grandement l'avantage tarifaire du Satellaview par rapport à la concurrence. Pire encore, Nintendo se fit de l'ombre à lui-même avec la sortie de la Nintendo 64 en juin 96 qui ajoutait un clou supplémentaire dans le cercueil du Satellaview. Enfin, difficile de ne pas mentionner la méthode de diffusion de l'appareil, exclusivement par correspondance pendant environ une demi-année avant d'être mise à disposition dans un nombre très restreint de magasins, ce qui n'était clairement pas fait pour contribuer au succès du périphérique. Pour rebondir sur ce dernier point, le côté marketing pourrait lui aussi être placé sur le banc des accusés, puisque les publicités télévisées ne furent diffusées que pendant environ un mois, limitant la promotion du service à des encarts dans les magazines. C'était peu, du moins trop peu pour le faire suffisamment connaître à un large public. À la lumière de toutes ces données, le Satellaview ne pouvait guère espérer un meilleur sort que celui qu'il a connu, et ce en dépit des énormes innovations techniques qu'il apporta et des excellents jeux qui virent le jour sur le support. Le simple fait d'avoir tenu 5 ans avec une telle concurrence est déjà un exploit en soi qui mérite d'être souligné. L'histoire du Satellaview aurait pu s'arrêter là, mais souvent le jeu vidéo peut compter sur d'immenses passionnés souhaitant préserver le patrimoine. Et dans le cas de la machine qui nous intéresse ici, le challenge s'annonçait véritablement colossal. En effet, on n'est pas dans un cas de figure classique où les jeux sont stockés sur des cartouches ou des disques et peuvent être facilement récupérés pour être sauvegardés digitalement. Non, ici on a affaire à des jeux jamais sortis dans une version physique et étant stockés uniquement sur une carte mémoire réinscriptible à la durée de vie limitée. Pire encore, comme on l'a vu il y a quelques minutes, rares étaient les jeux à être diffusés en une seule fois et il fallait bien souvent télécharger plusieurs petites parties pour pouvoir bénéficier de l'aventure au complet, en espérant que les dites parties seraient toujours disponibles quelque part puisque diffusées seulement pendant un temps limité. Au fil des années, une solide communauté s'est créée visant à préserver le patrimoine représenté par la ludothèque du Satellaview. Tous ces passionnés se sont lancés dans une quête dantesque visant à acquérir le plus de cartes mémoire possible, puis à les dumper pour chercher d'éventuelles données présentes dessus de manière visible ou non. Et oui, je ne vous apprends rien en vous disant que même des données prétendument effacées restent accessibles dans les faits jusqu'à ce qu'autre chose ne soit réécrit par-dessus. Le but de ce gigantesque puzzle, reconstituer des jeux complets afin de les préserver. Un travail colossal, réellement assimilable à de l'archéologie vidéoludique et valorisant une grosse coordination des efforts pour acquérir le plus possible d'éléments de ce type en scrutant les recoins les plus obscurs d'internet. D'ailleurs, le simple fait de lister tous les jeux sortis sur le Satellaview représente déjà un défi énorme puisque le vecteur de diffusion rend extrêmement difficile la constitution d'un tel listing. Seule solution, un travail de fourmi en farfouillant dans les magazines japonais de l'époque qui pouvaient potentiellement mentionner ce genre d'informations, magazines qui forcément ne sont pas les plus faciles à dénicher de nos jours. Et là, je ne vous parle même pas des jeux utilisant la technologie Soundlink, dont quelques données vocales étaient stockées sur la carte mémoire ou une sorte de mémoire tampon à l'intérieur du Satellaview, mais sans pour autant être accessibles en dehors de la période prévue initialement pour leur diffusion. Cette partie du patrimoine Satellaview reste aujourd'hui encore la plus incertaine en termes de préservation. Mais nos passionnés ne jettent pas l'éponge pour autant et continuent à étudier l'appareil afin d'en comprendre au mieux le fonctionnement et pourquoi pas, un jour peut-être, réussir à accéder à des données qui semblaient irrémédiablement perdues jusqu'ici.
De nos jours, le contenu qui a pu être préservé est tout de même assez conséquent et a permis de mettre à la disposition du public des jeux qu'ils n'auraient jamais pu découvrir autrement, que ce soit via l'émulation, puisque les émulateurs ont eux aussi été améliorés pour prendre en charge les jeux Satellaview et même l'interface de ce dernier, mais aussi par le biais du cart mode, une technique grâce à laquelle on peut trouver en version physique des titres comme BS Zelda Ancient Stone Tablets pour ne citer que lui. Vous pouvez d'ailleurs en trouver quelques-uns sur la boutique de Edge.fr. Bref, tout ça pour vous dire que même si la tâche peut paraître insurmontable, l'univers du Satellaview est malgré tout entre de très bonnes mains. Et ça, eh bien, je dois bien reconnaître que ça remplit de joie mon petit cœur de fan de la Super Nintendo. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont encore là, j'espère qu'elle vous aura plu, d'autant que trouver des informations sur le Satellaview n'a pas été évident et j'ai parfois dû avoir recours à des sites intégralement en japonais. Mais ça en valait la peine, pour moi qui adore les trucs mal aimés et méconnus, derrière lesquels se cache très souvent une passionnante histoire. Au-delà de ça, le Satellaview renvoie vers un fragment méconnu de l'histoire de Nintendo en général et de la Super Nintendo en particulier, et autant vous dire que compte tenu de mon affection pour cette console, j'ai eu un plaisir immense à réaliser toutes ces recherches pour vous en parler en détail. Je termine juste en vous donnant un petit conseil, c'est de ne surtout pas acheter le Satellaview pour y jouer. D'une part parce qu'il est vraiment hors de prix et que les coups de bol comme le mien, eh ben ça arrive pas tous les jours. Et d'autre part parce que la carte mémoire fournie, eh ben c'est un peu la loterie et vous n'avez aucune assurance d'y trouver un jeu utilisable. Et enfin, bien entendu, parce qu'il ne faut pas compter pouvoir l'utiliser pour vous connecter au réseau satellite dans l'idée de télécharger du contenu, puisque même si vous étiez au Japon, ça fait belle lurette que le réseau a été désactivé. Pour résumer, l'appareil n'a aujourd'hui pas d'autre intérêt que le côté historique et son statut de curiosité vidéoludique. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!